Maintenant, on va parler de traitement du langage naturel. On est toujours dans les réseaux de neurones, mais on a une approche qui est différente. Pourquoi? Parce que on traite le langage naturel, et le langage naturel, c'est capter le contexte, c'est capter le sens, c'est écrire sans faute, donc il y a la syntaxe, il y a la grammaire, etc., etc. Donc on le sait, vous l'avez déjà entendu, les large language models sont des modèles qui sont entraînés avec énormément de corpus de données, mais tout ça, c'est l'aboutissement historique de beaucoup de recherches et de tests. Donc on va tenter historiquement d'expliquer un peu tout cela. Déjà, on va repartir des réseaux de neurones qui ne sont pas utilisés dans le traitement du langage naturel pour dire une chose importante, c'est parler de la vectorisation. Lorsque on parlait de reconnaissance d'images, on disait qu'on injectait des images dans un réseau de neurones. Mais encore faut-il savoir ce que veut dire injecter. Injecter, c'est comment je passe de l'image à l'entrée du réseau de neurones, comment je l'injecte. Eh bien, en fait, on a de la chance, en fait, quand on parle de traitement de langage, d'image, on nommait une précision, c'est de dire, en fait, on a de la chance parce que l'image, c'est déjà une donnée numérique. Une image, c'est des pixels, c'est une matrice d'information, et donc, si on veut la passer ici à l'entrée du réseau de neurones, il suffit de regarder l'entrée du réseau de neurones. En général, c'est un vecteur, c'est une colonne de nombres. Comment je passe d'une matrice à une colonne? C'est possible, hein, je peux le faire. Il y a des mécanismes, il y a un traitement de l'image. Donc il y a d'abord la convolution, puis le pooling, puis le flattening. Convolution, pooling, flattening. Et l'idée, c'est d'arriver à un vecteur. Donc après, on peut expliquer en quoi consiste la convolution, le pooling, etc. La convolution, c'est le passage du filtre. Le pooling, c'est le résumé de chacun des filtres. Et le flattening, c'est le résumé de la couche de pooling. Donc c'est la sélection des informations les plus pertinentes et on arrive à un vecteur. OK. Et donc ce vecteur, il rentre dans le réseau de neurones et on entraîne le réseau de neurones. Et donc on sait que voilà, le chat, l'image du chat correspond à ce vecteur. Très bien. Mais comment on fait pour une phrase, un mot, un texte? Eh bien le principe c'est le même. Il y a deux choses qu'il faut comprendre, c'est que les réseaux de neurones, ils ont quelque chose en plus que les réseaux de neurones pour les images. Déjà, on va utiliser des réseaux de neurones qu'on va appeler les réseaux de neurones récurrents. Alors pourquoi récurrents? Parce que, pour résumer, dans une phrase, on a besoin de revenir sur une information et de l'évaluer par rapport aux autres. Dans la grammaire, dans la syntaxe, il y a des règles. Par exemple, le sujet, le verbe, le complément. Eh bien, le sujet, c'est le sujet dans une phrase par rapport au reste des mots. Et donc, on a besoin d'évaluer cela en revenant sur les informations. On a besoin aussi de mémoire. Donc, historiquement, on a déjà développé les réseaux de neurones récurrents. On a travaillé sur la mémoire. C'était l'époque des LSTM à la fin des années 90. Et ensuite, il y a eu un nouveau mécanisme, c'est Word2Vect. C'est une équipe de recherche qui a pu donner la solution de la vectorisation des mots, donc donner une représentation numérique d'un mot pour pouvoir créer en fait du contexte et même comprendre ce qu'est un champ lexical. Donc voilà, donc là c'est les LSTM. Et on va parler voilà, donc de la tokenisation et de la représentation en vecteur. Alors la tokenisation, c'est le fait de découper une phrase en tokens. Les tokens, ça peut être des mots ou des bouts de mots. Et de constituer un dictionnaire de mots ou de bouts de mots. Voilà. Donc ça, c'est simplement pour les situer et avoir un répertoire. Donc ça va représenter la base de connaissances, la largeur de la base de connaissances. Donc, une fois qu'on a ça, pour chacun des mots, il faut leur donner un sens. Donc, il faut leur donner des coordonnées dans un espace. On va donner un exemple. Par exemple, le mot entraînement. Il peut être dans le champ lexical du sport. Entraînement, ça va être dans le champ lexical de foot, ballon, attaquant. Mais il peut être aussi dans le champ lexical de entraîner un modèle de machine learning. Donc, il peut être aussi dans le champ lexical de modèles, données, etc. D'accord? Et donc, en fait, euh, en termes, si on imagine un espace avec des coordonnées, les coordonnées du mot entraînement, elles vont être pas très loin des coordonnées du mot football et pas très loin non plus des coordonnées du mot modèle.
Et c'est pas en deux dimensions, c'est à plusieurs dimensions, à plusieurs, et ça, ça va permettre, avec la tokenisation et l'embedding, donc là c'est les coordonnées de mots, de pouvoir répertorier les mots et les situer les uns par rapport aux autres. Et donc tout ça, c'est la base pour pouvoir commencer à faire de l'entraînement, parce que il faut être dans des conditions adéquates pour cela. Et donc voilà, et donc ce que je disais, hein, le mécanisme de récurrence, il est dû au fait que les mots ont des fonctions dans les phrases. Et lorsque l'on a fait ça, voilà un réseau de neurones récurrents. Là, on peut injecter donc des phrases ou des textes qui vont être vectorisés, donc c'est-à-dire vectorisés, donc tokenisation et encodage, embedding. Et à partir de là, on va pouvoir rentrer dans le réseau de neurones. Ce réseau de neurones, une fois qu'il est entraîné, le but c'est qu'il puisse faire une prédiction. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque ChatGPT vous répond, il est simplement en train de prédire la probabilité, avec la meilleure probabilité, le mot qu'il va mettre et qui va enchaîner les uns à la suite des autres. Voilà. Et donc, c'est ce qui a donné naissance au traitement du langage naturel, puis à l'IA générative. Et maintenant, grâce à des prompts, avec un prompt, on peut générer du texte, mais on peut aussi générer de l'image, on peut aussi générer du son, de l'audio. Par exemple, ici, l'image à partir d'un texte, eh bien, l'image, on va combiner des réseaux de neurones à convolution et des réseaux de neurones récurrents, type LLM. Et là, ça nous permet, à partir d'un prompt, de générer une image. Ce qu'on l'a vu, la gestion des images, elle se fait avec les réseaux de neurones à convolution. Donc voilà. Donc après, par exemple, GPT-3, 3.5, quand c'est sorti, ça représente 175 milliards de paramètres. Donc ça, les paramètres, c'est les poids qu'il y a ici euh, entre les neurones, donc 175 milliards. Et ça a été entraîné sur un corpus de données de 250 milliards de mots. Voilà. Donc 250 milliards de mots, pour vous donner une idée, euh, un être humain dans toute sa vie, il aura lu et ou entendu environ 1 milliard de mots. Ah, donc 250 milliards de mots, c'est les données qui vont être injectées dans le réseau de neurones pour qu'ils soient entraînés. Entraîner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les poids vont avoir les données optimales pour que le réseau de neurones fonctionne. Donc voilà le traitement du langage naturel. Pour résumer, euh, phase très importante, c'est comment vectoriser les mots. Ensuite, c'est le mécanisme de mémoire. Donc ça a été un papier de 2017 de Google qui s'appelle Attention is all you need, qui est sorti et qui a permis de débloquer la situation. C'est vraiment en 2017 où on a vraiment pu travailler sur comment mettre l'attention des calculs sur une partie des informations textuelles. Et après, ça s'est enchaîné avec BERT, GPT, hein, GPT-1, et après, euh, et après l'arrivée des larges langages modèles juste après. Donc la mémoire, donc, et à la fin, eh bien, les corpus de données pour entraîner les LLM. Donc voilà pour la partie NLP.